Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre aux questions que j'ai le plus souvent vues revenir dans mes commentaires sur YouTube, sur Instagram, dès que j'ouvre une boîte à questions aussi. Des fois j'aime bien faire ce type de format vidéo parce que ça permet que mes réponses restent dans le temps et comme ça s'il y a des gens qui se posent la question à l'avenir, ça me permet d'y répondre. Parfois ça me permet aussi de regarder mes anciennes vidéos et de voir ce que je pensais à l'époque parce que des fois avec le temps nos opinions, nos croyances peuvent changer, donc je trouve ça toujours intéressant de laisser une petite trace comme ça et de pouvoir y revenir de temps en temps. Ça ne fait pas partie des questions que j'ai sélectionnées aujourd'hui, mais ça répond à une question que l'on m'a beaucoup posée sous une de mes dernières vidéos qui parlait de ma routine beauté. Je vous parlais du fait que j'utilisais des shampoings solides et des après-shampoings solides pour mes cheveux et on m'a énormément demandé quels produits j'utilisais. La vidéo du jour est en collaboration avec Everdrop. Everdrop à la base c'est une marque de produits d'entretien et d'hygiène écologique, économique, vegan qui sont à la fois extrêmement efficaces mais qui vont vraiment avoir des compositions très clean. Ils ont une démarche zéro plastique, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir recharger tous les contenants, c'est pouvoir choisir sur le site pile ce dont on a besoin et ne pas racheter un emballage en double par exemple. Le but c'est vraiment d'éviter le plus de déchets plastiques possible. Vous le savez, je suis loin d'être parfaite dans ma démarche en termes de zéro déchet, mais j'essaie quand c'est évitable, quand c'est facile, quand ça ne me coûte pas plus cher et quand j'apprécie vraiment les produits, de me diriger vers le zéro déchet et pour ça j'apprécie vraiment beaucoup Everdrop. Et lorsque j'avais travaillé avec Everdrop, j'avais vu sur leur site qu'il y avait des shampoings solides et des après-shampoings solides que j'avais eu envie de tester. Ça ne faisait pas partie de la collaboration à l'époque et en fait j'ai vraiment adoré ces produits. C'était vraiment un parfait compromis entre le fait que je voulais quelque chose pour pouvoir me laver les cheveux mais avec une bonne composition et qui en même temps ne m'attaque pas le cuir chevelu. Moi j'ai une nature de cheveux qui sont bouclés, j'ai donc plutôt tendance à avoir le cuir chevelu qui est sec plutôt que gras et en fait avec beaucoup de shampoings du commerce ça avait vraiment tendance à me décaper, à me gratter quelques jours après mon shampoing, ce que je trouvais vraiment désagréable et là vraiment ça ne me le fait pas, juste ça me lave les cheveux, ça les assainit, ça les nourrit. Moi j'ai pris la gamme, bon là on voit pas vraiment, ils sont dans leur petit filet, mais j'ai pris la gamme pour cheveux secs évidemment qui me correspond. Donc on a le shampoing et l'après-shampoing qui sont des petits blocs solides comme ça, qui me durent une éternité. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, ça mousse très bien, c'est souvent une crainte que l'on peut avoir avec les produits écologiques, c'est le fait de se dire bah certes ça a une bonne compo mais peut-être que ce n'est pas efficace. Là vraiment ça marche très très bien, je les adore. Ils sont sur une base d'huile de noyau d'abricot avec de la protéine d'amande et je trouve qu'ils réussissent très bien à mes cheveux. Là ça doit faire quelque chose comme 4 jours que je les ai lavés, j'ai fait du sport depuis et je trouve que mes cheveux sont vraiment encore très très bien et j'aime énormément ces produits. Il y a également le savon pour le corps qui est à l'huile d'avocat qui est très nourrissant pour le corps et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait ces petits filets en coton bio. Ça permet dès que votre savon solide est sur la fin de sa vie on va dire et qu'il est en petits morceaux par exemple, ça permet de ne pas le perdre, en fait vous le laissez dedans et ça évite d'avoir plein de petites fins de savon partout qu'on galère à utiliser. Là on peut même dès qu'il reste un bout de son ancien savon le mettre avec le nouveau, on le met dans le filet et en fait quand on se lave ou quand on se lave les cheveux c'est très pratique. On utilise aussi à la maison quotidiennement le nettoyant puissant universel pour nettoyer nos surfaces. Il est extrêmement dégraissant, il est très efficace mais il est doux pour les surfaces et en fait dès que vous avez fini votre produit, au lieu de racheter un flacon et de faire un emballage en plus, vous avez simplement besoin d'une petite recharge comme ça, sachant que l'emballage est sans plastique, qu'il est totalement recyclable et vous avez simplement à le mélanger avec de l'eau chaude et vous obtenez le produit comme ceci. Il a un parfum qui est très agréable mais doux. Moi je n'aime pas les produits ménagers qui ont une odeur trop entêtante, j'aime bien quand il y a une petite odeur mais vraiment légère et pour ça c'est vraiment parfait. Sur Everdrop vous avez aussi des tablettes pour la vaisselle qui sont sans aucun plastique, que ce soit dans la composition, dans l'emballage. Là vous avez un emballage externe qui est en carton qui est 100% recyclable et les tablettes sont nues, en fait vous n'avez pas de petit plastique autour. Parfois les lave-vaisselle en plus peuvent avoir du mal à dissoudre ce petit emballage, on va le retrouver dans le filtre du lave-vaisselle en train de tout boucher, donc vraiment c'est très pratique, elles sont super efficaces. Au niveau des agents de surface, ils sont 100% d'origine végétale. Si jamais vous avez envie de tester Everdrop, que ce soit pour acheter simplement des recharges si vous avez déjà des contenants, que ce soit pour acheter les kits de démarrage, vous avez plein de contenants qui sont vraiment très jolis aussi et qui sont durables, qui sont solides. Je trouve que les contenants ont des aspects très élégants, très minimalistes, que j'aime beaucoup et ils durent vraiment dans le temps. Là ça fait 1 an et demi que je les utilise, je n'ai pas eu besoin de changer de contenant, j'ai simplement mon petit tiroir avec ma réserve de sachets, je viens recharger mes produits quand j'en ai besoin. Pour les nouveaux clients, Everdrop propose un code de 15% de réduction avec mon code MUR15, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos et il pense bien évidemment aussi aux personnes qui ont déjà passé commande. Vous avez 10% de réduction sans aucun minimum d'achat sur tout le site avec mon code MUR10 et la livraison est gratuite à partir de
29 €. Merci encore à Everdrop de sponsoriser cette vidéo, ça me soutient énormément. Nous allons pouvoir passer à la suite de cette vidéo. La première question que l'on me pose assez régulièrement, c'est est-ce que j'ai toujours épargné? Est-ce que j'ai commencé à épargner dès que j'ai touché mes premiers salaires? Alors en fait, pour répondre à cette question, j'ai même commencé à épargner avant mes premiers salaires. En fait, mon habitude de l'épargne, elle m'a vraiment été apprise par mes parents qui m'ont toujours mis une petite somme d'argent de côté chaque mois jusqu'à ma majorité à peu près. Pas forcément toujours la même somme, c'était en fonction de leurs moyens aussi. Ça pouvait être une petite somme, ça pouvait être une plus grosse somme, mais en tout cas ça m'a vraiment montré le pouvoir de l'accumulation un petit peu des petites sommes comme ça qui finissent quand même par représenter de sacrées sommes. Et du coup ça a fait que quand j'ai commencé à faire du babysitting à 13 ans, ma mère me proposait de déposer une partie de ce que je gagnais à la banque. C'était à moi de décider ce que je voulais mettre de côté, ce que je voulais utiliser, et en fait j'avais déjà cette dimension de quand je gagne de l'argent, c'est pas forcément pour tout dépenser tout de suite, je peux en mettre une partie de côté. Et donc ça faisait que par exemple, je sais pas, je gardais une partie pour aller au cinéma avec mes copines ou pour aller à McDo ou m'acheter des boucles d'oreilles ou ce genre de choses, et j'en gardais une grosse partie que j'épargnais. Et en fait, comme je faisais quand même pas mal de babysitting, j'en faisais pratiquement tous les week-ends et j'en faisais parfois pendant mes vacances aussi, ça finissait par représenter une belle somme et ça m'encourageait quand même dans cette démarche. Après ça, j'ai mis de l'argent de côté lorsque je faisais des jobs étudiants, lorsque j'étais à la fac, sur ce que mes parents me donnaient mensuellement. J'essayais de toujours épargner une petite partie, même si j'arrivais pas à beaucoup épargner, mais j'avais ouvert un PEL à l'époque, un plan épargne logement, et je mettais toujours au moins 45 € par mois. Ça m'obligeait déjà à faire ce petit effort d'épargne. Et après, voilà, dès que j'avais des revenus en plus, dès que je travaillais, je le mettais de côté en plus. Et pareil, ça faisait pas mal gonfler mon épargne. Et ça fait que quand j'ai eu mon premier métier vraiment salarié en CDI et que j'ai commencé à gagner un vrai salaire, on va dire, même si c'était assez proche du SMIC, enfin j'étais à peu près au SMIC horaire, juste je faisais un peu plus d'heures donc ça représentait un peu plus, mais en fait ça me paraissait comme une somme énormissime puisque j'avais eu l'habitude de faire avec beaucoup moins. Pendant nos études avec Didier, on vivait à deux sur bien moins qu'un SMIC et on payait tout avec ça, on payait notre loyer, etc. Ça fait que quand moi j'ai eu plus d'un SMIC à moi toute seule, j'ai pu épargner beaucoup d'argent. J'ai une vidéo sur le sujet si jamais ça vous intéresse, mais à ce moment-là j'épargnais plus de 800 € par mois sur les 1400 € que je gagnais. La deuxième question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue? Et on m'a pas mal posé cette question dernièrement. Ça peut arriver, mais ça fait pas non plus partie de mon quotidien, c'est pas hyper fréquent. Après j'ai quand même une routine qui est assez casanière, assez autour de chez moi, entre aller au tennis, aller faire de la randonnée, aller faire mes courses. Je suis assez souvent reconnue dans les lieux vegan, mais ce qui est quand même assez logique. Et sinon ça peut arriver qu'on me reconnaisse de manière aléatoire dans la rue, dans le train, dans le métro. Et par contre, ce qui arrive souvent, c'est que je reçoive des messages me disant je t'ai croisé à tel endroit, mais je n'ai pas osé te déranger. Très sincèrement, ça ne me dérange pas qu'on vienne me parler. Et après, si par exemple c'est un moment où je peux pas, où je suis pas disponible, dans ce cas-là, je le dirai, mais c'est jamais arrivé. Et à chaque fois que des gens sont venus me parler, c'était respectueux, c'était très intéressant. J'avais face à moi des personnes très bienveillantes. Donc voilà, c'était très agréable. Et c'est bien aussi parfois de passer du virtuel au réel parce que on ne se rend pas forcément compte de la quantité de personnes auxquelles on parle quand on est sur les réseaux sociaux. Moi en soi ma vidéo je la poste, qu'elle soit vue par 5 personnes ou par 20 000 personnes, ça fait pas tellement de différence dans la vidéo que j'ai postée. Donc c'est vrai que parfois c'est intéressant de voir les gens en vrai aussi. Troisième question que l'on m'a posée, c'est est-ce que ce n'est pas difficile de toujours respecter son budget? Cette question revenait aussi sous la forme de toujours penser à son budget, d'avoir de la charge mentale en lien avec le budget. Dans mon quotidien, je dirais que non, parce que on a organisé notre budget d'une manière qui permet d'avoir de la souplesse aussi. On a des espèces de soupapes en fait qui permettent de dépenser plus si on en a envie. Pour nous, ce qui est important, c'est que on atteigne finalement les objectifs qu'on s'est fixés, mais parfois on va être plus concentré dessus, parfois on va être un peu moins concentré dessus. Je trouve qu'on a justement ce luxe et cette flexibilité parce qu'on gère notre budget, ce qui fait qu'on a de l'épargne de précaution, ce qui fait que finalement même si un mois on respecte un peu moins notre budget que ce qui était prévu, c'est pas très grave parce qu'au pire on peut piocher dedans, au pire on peut adapter un peu. Et donc dans notre cas je dirais que non, mais je sais que quand on a un budget très serré, ça peut représenter plus de charge mentale et surtout quand on n'a pas forcément ce bagage de sécurité qu'est l'épargne de précaution, parce qu'on sait que là on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, que le moindre imprévu peut vraiment nous mettre dans une situation difficile. Donc je dirais que ça dépend des gens. Pour moi c'est pas une charge mentale. Il y en a parfois sur mes contenus qui me disent mais ça doit être dur de penser tout le temps à l'argent comme ça. Mais en fait j'y pense pas tant que ça, déjà parce que de base je dépense pas tant que ça. Donc j'ai pas tant de situations dans la vie où je vais réfléchir à si j'achète ou pas quelque chose, parce que je fais pas de lèche-vitrine ou ce genre de choses. En fait je sais pas comment dire, mais c'est pas très compliqué dans mon quotidien, mais je sais que c'est un luxe aussi. Je sais qu'en partie ce luxe il est causé justement parce qu'on gère notre budget depuis des années. Je sais aussi que c'est
parce qu'on n'est pas dans une situation difficile. Donc voilà, c'est à voir selon tout le monde, mais je pense que parfois, quand on ne s'intéresse pas du tout au budget et que justement on veut pas avoir à le gérer, c'est là que ça peut nous amener des situations plus compliquées où ça risque d'être très frustrant. Parce que je trouve ça plus facile de choisir d'économiser quand on a la possibilité de ne pas le faire que quand on est obligé de le faire. Quatrième question, c'était quelles sont tes sources de protéines végétales préférées? Alors, au niveau de mes préférés, il va y avoir évidemment le sétan. Je pense que le sétan, c'est un peu le champion des protéines, toutes catégories, parce qu'il y a 26 grammes de protéines au 100 grammes. Et en fait, c'est une protéine végétale qui est riche en protéines, mais très faible en glucides. Il n'y a quasiment pas de glucides dans le sétan. Ça dépend comment on le lave, tout simplement. En fait, plus on le lave, moins il y a de glucides, et plus cette teneur va tendre vers zéro. Et c'est très faible en lipides à la base. Après, ça dépend si vous en ajoutez, si vous le cuisez dans l'huile d'olive, etc. Mais donc, c'est vraiment une source de protéines qui va pas forcément ajouter des autres macronutriments. Ce qui n'est pas forcément un problème quand les sources de protéines contiennent d'autres macronutriments, mais c'est simplement à prendre en compte. Une autre source de protéines que j'adore, c'est évidemment le tofu, mon préféré étant le traditionnel de magasin asiatique, qui contient 13 grammes de protéines, donc c'est moins que le sétan, mais en fait, on se fait des portions de tofu qui sont plus grosses. Généralement ici on va consommer entre 150 grammes et 200 grammes de tofu pour une portion et ça va aussi être un super aliment en termes de calcium, c'est super riche en calcium. Le tofu, je trouve ça plus intéressant que le sétan sur l'aspect des nutriments que ça va contenir puisque ça contient du zinc, du fer, ça a vraiment une grande richesse en nutriments. Ensuite, il y a le yaourt de soja, ça va contenir entre 4 et 6 grammes de protéines au 100 grammes, donc ça paraît pas énorme, mais en fait 100 grammes de yaourt, ça se mange très très vite. Nous avons ensuite tout ce qui est protéines de pois texturées, protéines de soja texturées, ça j'aime beaucoup, j'en mange au moins une fois par semaine je pense. C'est très économique, ça contient entre 50 et 60 grammes de protéines au 100 grammes, c'est riche en fer, c'est riche en zinc, etc. Ce que j'aime bien avec celle de pois, c'est que pour les personnes qui veulent consommer moins de soja, pour une raison ou pour une autre, ça permet de varier puisque le pois n'est pas du soja, c'est une autre légumineuse. Sinon, qu'est-ce que j'aime bien? Il y en a plein en fait, mais dernièrement j'aime beaucoup les pois cassés, j'aime bien faire un petit velouté que je consomme pas vraiment chaud, je le consomme un peu légèrement refroidi parce que j'ai pas envie d'un plat chaud non plus. Et en fait je fais une soupe un peu campagnarde à base de pois cassés avec de la crème de soja, avec du bouillon, avec des oignons dedans et je trouve ça trop bon. Il y en a plein d'autres, là c'était juste une petite sélection de mes préférés du moment, mais il y a plein d'autres sources de protéines qui sont vraiment très efficaces. Vous avez aussi les protéines en poudre végétale qui sont très bien, qui contiennent à peu près 75 à 80 grammes de protéines au 100 grammes, donc ça peut faire un super boost, que ce soit pour en mettre un peu dans votre café latte, que ce soit pour en mettre dans le lait de vos céréales, que ce soit pour faire des smoothies, etc. Je trouve ça très bien, enfin on peut aussi les consommer telles quelles, mais moi j'aime pas quand elles sont juste toutes seules. J'aime bien toujours dans un smoothie ou dans une boisson ou dans un porridge. Cinquième question que l'on me pose souvent, c'est est-ce que je pense rester vivre à Marseille? Est-ce que j'aime vivre à Marseille? Ce que je pense de la ville de Marseille? Alors dans l'idée, j'aimerais beaucoup pouvoir rester vivre à Marseille si jamais on a le budget un jour de pouvoir acheter notre maison ici. Puisqu'en fait nous ce que l'on veut vraiment c'est une maison avec un jardin, avec un peu de place pour accueillir des animaux et donc si on peut le faire à Marseille un jour ce serait avec grand plaisir. Si jamais c'est pas possible à Marseille, dans ce cas là on aurait notre maison ailleurs et après on peut aussi changer d'avis dans l'avenir. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve ou quelles seront nos préférences dans l'avenir, mais en tout cas nous on aime énormément Marseille. J'aime le fait que ce soit une grande ville mais qu'à côté de ça il y a un accès très facile à la nature, qu'on puisse aller à la mer, qu'il y ait les calanques à côté. Vraiment je trouve ça super agréable. J'aime beaucoup le climat marseillais puisque globalement on a des hivers qui sont doux. Ça veut pas dire qu'il fait jamais froid. Des fois il fait froid pendant l'hiver, des fois il fait moche, des fois il pleut, des fois il fait gris. Mais en fait on a quand même très souvent en hiver des journées de soleil et je trouve que ça fait tellement de bien pour le moral quand on est, je sais pas, en janvier, que ça fait plusieurs jours qu'il fait pas très beau et d'un coup on a une belle journée ensoleillée, que typiquement si ça tombe le week-end et qu'on va se balader, on peut faire littéralement une randonnée et être en débardeur parce que même s'il fait 14 degrés ce jour-là, avec le soleil, avec l'effort, je sais pas, on apprécie en fait de sentir le soleil sur soi en plein hiver. Je trouve ça merveilleux, j'aime l'ensoleillement de Marseille. Je trouve qu'en été, avec le fait qu'on soit proche de la mer, on est quand même épargné des très fortes températures, même si il fait chaud à Marseille l'été, ça c'est clair, mais la journée c'est quand même rare qu'on ait plus que 30 degrés. Je pense qu'on a eu quelques journées à plus de 30 degrés cet été, mais pas tant que ça non plus. Juste par contre, c'est vrai que la nuit, ça se refroidit moins qu'à d'autres endroits, donc on a tendance à avoir un peu plus chaud la nuit, ce qui parfois peut être désagréable, mais ça ne dure pas forcément longtemps, et je trouve que la période de désagrément est moins longue que la période où c'est agréable en gros de profiter du climat marseillais.
Quand j'habitais chez mes parents, puis après quand j'habitais à Aix, j'avais pas forcément une bonne image de Marseille parce que en fait je connaissais pas très bien cette ville. J'en avais l'image de quand j'avais certains cours qui étaient à la fac de Marseille, qui étaient en face de la gare, où vraiment c'était pas spécialement joli autour. Donc je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que ça représentait Marseille, plus le fait qu'une fois j'ai ma grand-mère qui avait passé plusieurs mois à l'hôpital à Marseille, et donc quand on allait la voir, on allait à l'hôpital, et je sais pas, ça me donnait pas une très bonne vibe à ce moment-là, alors qu'en fait quand j'ai vraiment découvert Marseille plus tard, j'ai adoré cette ville, parce que je l'ai découverte autrement que sur les a priori que j'avais, que sur ce qu'on entend dans les médias, etc. Ça veut pas dire que cette ville est parfaite, il y a des inégalités dans la ville, c'est une grande ville, elle a évidemment plein de facettes, mais en tout cas mon expérience et mon vécu à Marseille sont agréables. Le 6e point, c'est comment gères-tu les sorties avec tes proches réticents au véganisme? Alors je n'ai pas de proches réticents au véganisme. Vraiment dans mon entourage, tout le monde n'est pas vegan. Il y a une partie de gens qui sont véganes ou végétariens, surtout dans mes amis. J'ai pas mal d'amis que j'ai rencontrés à travers le militantisme ou à travers les réseaux sociaux aussi, ce qui fait que il y a pas mal de véganes dans mon entourage. Il y en a qui sont devenus véganes ou végétariens en me fréquentant aussi alors qu'ils ne l'étaient pas à la base. Mais globalement, que ce soit avec les personnes véganes que je fréquente ou les personnes non véganes, il n'y a pas vraiment de souci. À chaque fois qu'on va chez des amis, ils prévoient un plat pour nous, ou alors le plat pour tout le monde sera vegan, parce que ça dérange personne autour de nous de manger vegan. Si on va manger dans un restaurant, soit on va dans un resto vegan, soit on va dans un resto où les gens se sont assurés qu'il y ait des options intéressantes pour nous. On va pas dans une brasserie où les plats c'est juste de la viande avec des frites et où nous on se retrouve avec de la salade et une assiette de frites. Ça c'est le genre de choses qui m'arrive pratiquement jamais depuis mon véganisme. Ça a dû m'arriver à des moments où c'était pas pratique, pas prévu, etc. Mais sinon les gens font toujours en sorte que nous aussi on passe un bon moment en fait. Par exemple à Marseille, en restaurant non vegan mais qui a des options véganes intéressantes, vous avez la Baie du Dragon, vous avez Inzu, vous avez la pâte à pizza, il y a à Aix, il y a Sushi Couronne qui fait des très bons sushis vegan. Quand on reçoit des gens à la maison, le menu sera vegan et souvent nos invités, soit je vais faire le menu de A à Z, soit ils vont nous amener un dessert qui vient de chez Aufan ou de chez Inzu par exemple pour amener quelque chose. Et quand on est chez nos proches à Manosque, en fait avec le temps on a trouvé des endroits, même si Manosque c'est une petite ville, qu'il n'y a pas spécialement qu'il n'y a aucun lieu vegan dans la ville, on trouve des endroits avec des options. Il y a le golfe de Pierrevert, c'est à côté de Manosque, qui fait de très bons gâteaux vegan si on les commande en avance. Leur fraisier est vraiment excellent. Vous avez la boulangerie-pâtisserie Rouget. Enfin, globalement, même dans les villes, les villages, si on communique avec les gens, qu'on est bienveillant, souvent on peut arriver à des choses. Parfois non, il peut arriver que des gens n'aient pas envie, mais souvent les gens ont juste envie de faire un effort pour leurs clients et je trouve que ça peut très souvent se passer très bien. La 7e question qui est énormément revenue ces derniers temps, parfois de manière bienveillante, parfois de manière un peu moins bienveillante, c'est est-ce que j'ai perdu du poids? En fait, depuis septembre de l'année dernière, j'ai commencé le tennis et j'en ai fait pas mal. Et de base, je l'ai pas fait pour un objectif de perte de poids. Je me suis intéressée au tennis parce que j'avais besoin d'un sport avec plus d'explosivité, puisque je marchais déjà 10 000 pas par jour, ce qui était mon activité physique, mais j'avais besoin de quelque chose qui fasse travailler mon cardio encore plus. J'avais envie de quelque chose qui me renforce d'un point de vue musculaire et j'avais envie de m'amuser aussi et d'avoir une activité comme ça, et vraiment le tennis m'a amené tout ça. J'ai vraiment adoré le tennis. Au début j'ai commencé dans l'idée d'en faire un petit peu, je pensais pas que j'allais accrocher à ce point là, et en fait la pratique du tennis m'a fait perdre progressivement du poids. J'ai perdu à peu près 10 kilos en un an, ce qui peut paraître beaucoup mais ça a été très progressif. Ça a vraiment été de l'ordre de moins d'1 kilo par mois. Ça a été une perte de poids qui a été très douce. Et je suis passée j'avais un poids qui me convenait très bien, mon corps me convenait très bien, j'aimais parfaitement mon reflet dans le miroir, j'aime actuellement aussi mon reflet dans le miroir, je n'ai pas de soucis avec mon corps, j'ai appris à apprécier mon corps comme il était, en sachant que je n'étais pas en surpoids, qu'actuellement je ne suis pas en sous-poids, j'étais dans un poids normal, dans une fourchette plus haute du poids normal, et là je suis dans une fourchette plus basse du poids normal, en sachant que l'IMC n'a pas forcément d'intérêt à échelle individuelle, c'est plus un outil statistique qu'on peut utiliser sur une population, mais pas forcément sur une personne. On peut très bien être dans un IMC qui est élevé et être considéré comme en surpoids alors qu'on ne l'est pas, mais qu'on est très musclé par exemple, ou qu'on a une composition corporelle qui fait que. Tout comme on peut très bien être dans un IMC qui est bas mais avoir un taux de graisse corporelle qui est plus élevé, etc. Et dans tous les cas, le surpoids n'est pas forcément un signe de mauvaise santé, tout comme un poids normal ou un poids bas n'est pas forcément un signe de bonne santé. Et c'est pareil, je suis pas forcément à l'aise à l'idée que les gens commentent le poids des autres personnes.
Dans mon cas, enfin c'est pas problématique dans le sens où j'ai pas quelque chose de négatif qui a été derrière ma perte de poids, mais par exemple si jamais je reprends du poids, parce que je n'en sais rien de ce que mon poids peut faire, j'aurais pas forcément envie de recevoir des remarques me disant que j'ai grossi tous les 3 jours. Et tout comme parfois quand on commente le poids de quelqu'un, même quand on pense le faire de manière bienveillante, quand on félicite quelqu'un pour sa perte de poids, peut-être que pour cette personne c'est une expérience négative, peut-être qu'elle est en dépression, peut-être qu'elle est en rupture amoureuse, peut-être qu'actuellement elle a des troubles du comportement alimentaire et qu'elle perd du poids, mais d'une manière qui n'est pas saine du tout, et donc encourager ce comportement n'est pas forcément sain pour elle. Et inversement, parfois on va parler de la prise de poids de quelqu'un, mais potentiellement soit ça peut être quelque chose de négatif, quelque chose d'involontaire, quelque chose d'hormonal, ça peut aussi être quelque chose de positif dans la vie de quelqu'un, de prendre du poids, ça peut être le fait de se libérer sur l'alimentation et de pas être dans la restriction, ça peut être le signe que la personne va bien actuellement aussi. Enfin globalement c'est pas forcément intéressant de commenter les choses que les gens ne peuvent pas changer instantanément. Il y a une phrase qui dit que si on a une remarque à faire à quelqu'un, si cette chose peut se changer en moins d'1 minute, ça peut être cohérent de le faire. Comme par exemple dire je sais pas, t'as un bout de salade entre les dents, ça peut être sympa de le dire à la personne pour éviter de se balader avec, mais si c'est pour dire quelque chose que la personne ne peut pas changer, c'est pas forcément intéressant. La 8e question rejoint un petit peu la précédente. On m'a demandé ce que j'ai changé avec le tennis dans ma routine sportive, dans mon alimentation, comment j'ai mis en place tout ça. Alors actuellement on fait du tennis entre 3 et 5 fois par semaine, ce qui me paraît énorme quand j'y pense par rapport à ce que je pensais faire au début, mais en fait on a juste adoré le tennis. C'est une activité qu'on fait en couple, que l'on fait aussi avec d'autres personnes de temps en temps, mais c'est vrai que c'est super pratique de le faire en couple parce que c'est jamais hyper pratique de se synchroniser avec d'autres gens, on a toujours des plannings différents. Nous on a l'avantage d'avoir un planning qui peut quand même coïncider facilement. Ce que j'adore dans le tennis, c'est que ça amène du renforcement musculaire, c'est que ça améliore tellement le cardio, vraiment je trouve ça génial. Il y a le fait que ça améliore la coordination, il y a le fait aussi qu'en fait on a un espèce de mouvement fractionné finalement où on va enchaîner des périodes de forte intensité avec du repos, et donc je trouve que même si le tennis est un sport très énergivore et qu'en fait sur une séance de tennis, généralement vu que ça dure 1 à 2 heures, parfois plus, on va vraiment se dépenser énormément, mais je trouve ça vraiment moins dur mentalement que d'aller courir. En fait le tennis, j'ai jamais envie que ça s'arrête quand j'y suis, j'ai envie qu'on continue, j'ai envie qu'il y ait personne après pour qu'on puisse garder le terrain, j'ai vraiment ce côté de vouloir en faire plus parce que je m'amuse, parce que je me dépense et que je trouve ça bien, alors qu'il y a plein d'autres sports qui me correspondaient beaucoup moins. Après c'est vraiment personnel sur ça. Le reste des jours, quand je ne fais pas particulièrement de tennis, j'aime bien faire du mouvement quand même, donc je vais marcher généralement mes 10 000 pas. Après des fois je vais aller faire une randonnée avec une copine ou toute seule, voilà, j'aime bien avoir du mouvement en plus. Et il y a d'autres activités sportives que je fais occasionnellement dans l'année, mais là on est vraiment sur ma routine de base. Au niveau de l'alimentation, ce que j'ai changé, c'est que j'ai augmenté mes apports et que j'ai augmenté aussi mes apports en protéines parce que j'avais envie, vu l'effort que je faisais, de pouvoir reconstruire le muscle après l'avoir sollicité en faisant du sport. Et donc je consomme à peu près 90 grammes de protéines. J'utilise Chronometer pour suivre mes apports. Donc j'ai entré pas mal des recettes que je fais de base parce qu'en vrai, il y a beaucoup de plats que je fais absolument chaque semaine. Du coup, je les ai entrés comme ça très rapidement. Je sais combien de protéines à cette recette. Et au niveau de mes apports énergétiques, je les ai un petit peu augmentés. Je suis aux alentours de 2000 à 2400 calories par jour, ça dépend des jours. Voilà, ça je le sais grâce au calculateur, je n'ai pas d'objectif particulier. Si un jour où j'ai envie de plus manger, évidemment je mange plus. Il peut arriver que je mange moins parce que j'ai moins faim, mais globalement je suis dans ces alentours-là. Je vous ai posté plein de repas sur ma chaîne qui correspondent pas mal à ce que j'aime bien avec ma pratique sportive, donc qui soient riches en protéines, qui soient riches en énergie et qui me permettent de durer longtemps parce que parfois on va manger assez tard le soir parce qu'on fait du tennis avant le dîner et donc j'ai besoin d'avoir des apports qui me rassasient pendant longtemps. 9e question, on m'a demandé combien as-tu gagné et épargné le mois dernier. Alors le mois dernier c'est pas forcément le meilleur exemple parce que c'est littéralement mon mois de l'année où j'ai eu mon chiffre d'affaires le plus bas. Tout simplement parce que j'ai des partenaires qui m'ont payé un peu en retard et en fait souvent pendant l'été c'est un peu plus compliqué, il y a souvent des petits délais, donc ça fait que j'ai gagné 2561 € de chiffre d'affaires, ce qui représente à peu près 1760 € net une fois que j'ai payé mes charges sociales et mes impôts. En sachant que quand on a un revenu d'entrepreneur, c'est pas comme un salaire, ça veut dire que dans notre revenu, il faut qu'on épargne pour notre potentiel chômage, pour nos congés payés, enfin on n'a pas de congés payés mais pour nos congés quoi. Et malgré tout c'est un mois où j'ai quand même pu épargner 880 €, donc c'était intéressant quand même pour moi. En août je devrais toucher pas mal plus puisque j'ai pas mal travaillé pendant l'été et que du coup j'ai des marques qui me payent en retard, normalement ça devrait arriver en août. Il y en a qui sont déjà arrivés donc tant mieux. J'ai une prévision de chiffre d'affaires pour août de 8300 €.
€, ce qui sera un de mes meilleurs mois de l'année si jamais tout le monde me paye à temps, et ça me ferait à peu près 6 000 € net, ce qui veut dire que je pourrais attaquer septembre avec à peu près 5 000 € d'épargne en plus, ce qui serait pas mal du tout, même si en vrai ça c'est uniquement virtuel, puisque la fin d'année c'est le moment où j'ai beaucoup de choses à payer, puisque j'ai mes impôts à payer en plus, puisque au niveau de ce que je suis mensualisée c'est pas assez par rapport à ce que je dois payer. J'ai aussi tout ce qui est taxe foncière, taxe d'habitation pour le studio, et voilà, il y a pas mal de choses qu'on doit payer. On fait aussi des travaux dans notre ancien appartement qui vont nous coûter pas mal d'argent. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Là, il y a notre machine à laver qui fait vraiment un bruit bizarre. Donc je sens que cet argent ne va pas rester longtemps sur mon compte. Dans tous les cas, vous me connaissez, je vous ferai un bilan de tout ça en fin d'année et vous pourrez voir précisément combien j'ai gagné et épargné sur l'année, puisque je trouve que quand on a des revenus variables comme ça, c'est quand même plus parlant d'avoir les statistiques exactes en fin d'année. Et enfin, dernière question, on m'a demandé si j'étais adepte des magasins Action. Alors non, j'y suis allée une seule fois. Et vraiment, j'ai pas été très attirée par les produits que je voyais, il n'y a rien qui a retenu mon attention, à part un produit, c'est qu'il y avait une vitamine B12 qui était très économique et qui avait l'air de bonne qualité. C'est le seul produit que j'aurais pu acheter ce jour-là. Je n'en avais pas besoin puisque moi j'utilise une autre B12 qui me convient très bien. Mais voilà, c'est le produit où je m'étais dit ok, pourquoi pas. Le reste ne correspondait pas à tout ce dont je pouvais avoir besoin. Mais après peut-être que pour d'autres personnes ça correspond mieux à leur hobby, à leur loisir, etc. Mais c'est vrai que ça m'a pas forcément marqué. Par contre, je suis allée dans un magasin Nose pendant mes vacances, en rentrant de vacances en fait, puisque nous il n'y en a pas à Marseille, mais là je passais à Digne et par contre j'ai adoré Nose. J'aimerais tellement avoir un Nose près de chez moi. Il y avait des simili-carnés à 5 € le kilo, il y avait des glaces véganes, il y avait plein de produits véganes incongrus qu'on ne trouve nulle part. Mais là en plus ils étaient pas chers, mais à un point, je pense que je pourrais faire des défis petit budget à des tarifs tellement intéressants si j'avais un Nose à côté de chez moi. Donc j'ai ramené des choses, d'ailleurs peut-être que je vous les montrerai dans une vidéo, mais c'était tellement bien. Ça pour le coup c'est un magasin que j'aimerais beaucoup avoir. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle aura pu vous plaire. Merci encore à Everdrop de l'avoir sponsorisé. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos pour voir les produits dont je vous ai parlé. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire. On peut échanger en commentaire bien évidemment, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est toujours intéressant de partager des avis. Le tout c'est de rester bienveillants les uns envers les autres. Je pense que j'ai abordé une grande diversité de sujets, donc n'hésitez pas à me partager vos opinions dessus. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça me soutient aussi et surtout ça vous permet de ne rien manquer de mes contenus à suivre. N'hésitez pas à me retrouver aussi sur Instagram, c'est Mûre et Noisette également, ainsi que sur mon podcast. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!